Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Sophie UV, Sophie qui est bénévole dans l'association Hip Hop Évolution. Bonsoir Sophie. Bonsoir Amina. Alors cette semaine est consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes et justement à ce titre vous allez nous parler de vos activités au sein de l'association Hip Hop Evolution où les jeunes filles ont de plus en plus de place. Vous nous direz exactement de quoi il s'agit Sophie au niveau de vos activités. On en parle tout à l'heure mais d'abord voici les titres de ce mercredi 4 octobre. Ce matin, les membres du collectif de Mayotte ont à nouveau bloqué la préfecture, empêchant toute personne d'entrer dans le service immigration. La police nationale a dû intervenir afin d'ouvrir un second accès. Les membres du collectif affirment qu'ils ne décolèreront pas tant que la feuille de route sera toujours d'actualité. Et explication. Le 4 octobre 1945, le gouvernement provisoire français signe une ordonnance créant la sécurité sociale obligatoire pour tous les salariés. En 1977, c'est au tour des habitants de l'île aux Parfums d'avoir accès à cette avancée d'une importance capitale. La CSSM fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Retour sur les avancées et les ambitions de l'institution au cours de cette édition. Le Ciné-Brousse de Canal+ revient pour sa 5e édition du 6 au 10 octobre. Les habitants de Combani, Iloni, Zoumonier, l'Abattoir et pour la première fois Bouéni pourront à nouveau profiter de la diffusion de films gratuits et en plein air. Cette année, le choix s'est porté sur L'Âge de glace, les lois de l'univers et X-Men Apocalypse. Un événement qui réserve encore des surprises à découvrir à la fin de cette édition. Et on débute cette édition avec les membres du collectif de Mayotte qui ont décidé de reprendre leurs actions dès ce matin. Une vingtaine de personnes s'est ainsi rendue devant les portes du service immigration à la préfecture. Une action à laquelle les policiers s'attendaient. Ils ont donc veillé au grain afin d'éviter que les choses ne dégénèrent. Depuis quelques jours, en effet, les tensions ne cessent de s'accroître aux abords de la préfecture. Le point dans ce sujet signé Bastien Sabouré et Sony Chamsidine. La feuille de route toujours en circulation. Le collectif de Mayotte ne décolère pas. Ce matin, les syndicats étaient de nouveau réunis devant le service de l'immigration de la préfecture. Une vingtaine de personnes ont bloqué l'accès. Seulement l'administration est bien décidée à ouvrir coûte que coûte. Un second accès est ouvert à la population. Devant l'entrée principale, la police retient les manifestants. Les gens qui étaient donc demandeurs du service ne pouvaient pas y accéder. Et afin d'éviter tout mouvement violent, on a préféré sécuriser tant les demandeurs que les manifestants en ouvrant la porte d'à côté. Ouvrir une seconde entrée a permis une diversion. Les manifestants sont libérés peu de temps après. Ces derniers regagnent la rue afin de bloquer sommairement la circulation. Ils promettent de continuer leurs actions tant que la feuille de route ne sera pas complètement annulée. Ils regrettent également un mauvais contrôle des services de la préfecture sur la délivrance des cartes de séjour. Il est adressé au Moja Aboloa à Souvananya et Abananya et Abananya. Voilà Wale Vale Yabaki Vale. Il est ici adressé à Maore. Il est Ibaki Vale Baba système de préfet Aifanya Vale. Dès qu'à Sawarambiana ma élu à toi suis joua. Ma élu à toi suis joua système de préfet Aifanya Vale. La rancœur monte du côté de la population. Les étrangers sont pointés du doigt, mais pas seulement. Le préfet ainsi que les élus semblent fermer les yeux sur la situation. La population en appelle directement aux représentants de l'État. Leo aswabenza basinarenge apashenao andrenao Faransa aijehao narenge abinge Faransa. Na maore ya modai haki zahe banu wayambilo amba enda biro wawa hivinga mwanatike wa tinini gute wasupara kama maisha yao baswasile worija hasera wala banu haziatu ini karsuzia jusqu'à au bout. Un climat de peur qui ne fait qu'augmenter, les tensions communautaires atteignent des sommets. Il est urgent que les hautes autorités en prennent conscience.
Et cette feuille de route a beaucoup fait réagir les élus du département. Tous ont en effet répondu présents lors des 2 grands rassemblements qui ont eu lieu la semaine dernière dans les rues du chef-lieu. Ancien directeur local de campagne du candidat Macron, Bakar Ali Boto, était sur notre plateau ce matin. Lui, qui a quitté ses fonctions avant la fin de l'élection, estime que le président de la République est très mal conseillé. Écoutons plutôt ses propos lors de la matinale de Coésie. Macron, qui est président de la République aujourd'hui, qui est candidat à l'époque, vous savez très bien comment ça se passe. Je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas, mais il y a tout autour de lui une équipe qui est censée le conseiller. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ce sont les conseillers autour qui font que le président peut aller dans un sens ou dans un autre. Et donc à Maïs, c'était le cas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si Macron, quand il vient dans l'océan Indien, est beaucoup plus proche, où nous avons l'impression qu'il travaille beaucoup plus pour les Comores que pour Mayotte, c'est parce que autour de lui, ou en tout cas pas très loin de lui, il y a des conseillers qui sont plus pro-comoriens. Je ne parle pas forcément de nos... Oui, il y a des conseillers qui sont plus pro-comoriens que des Mahorais. Ce qu'il faut, c'est avoir, comme vous disiez tout à l'heure, l'oreille est à côté de l'oreille du président. C'est ça ce qui compte. Ce sont les conseillers politiques. Dans la vie, c'est la politique qui fait et qui défait. Ce ne sont pas les fonctionnaires, forcément, même s'ils sont très importants, les fonctionnaires, mais c'est surtout l'équipe politique, les conseillers politiques autour qui sont les plus importants. Malheureusement, à Mayotte, nous n'avons pas réussi encore à placer un des nôtres à côté de ces messieurs, à côté aujourd'hui du gouvernement, et c'est très très dommage. Alors Pierre, on vient d'entendre Bakar Ali Boto, qui a été, on l'a dit tout à l'heure, qui a été directeur de campagne de Macron à l'époque de sa campagne. Et aujourd'hui, il revient un peu sur ce qu'il a fait. Et puis, il parle de ce président Macron qui est très mal conseillé autour de lui. Oui, ils étaient beaucoup à être dans l'entourage, disons qu'à faire campagne pour Emmanuel Macron. Certains se sont désistés avant même le scrutin en disant qu'ils le soutenaient, mais qu'en tout cas, ils faisaient plus campagne, qu'ils allaient voter pour lui, mais qu'ils ne feraient plus campagne. Aujourd'hui, on apprend que c'est parce qu'il était mal conseillé, parce qu'effectivement, il a fait des erreurs dans sa communication. Mais je crois qu'il y a quelque chose à relever par rapport à Emmanuel Macron et par rapport aux Outre-mer, c'est qu'il a une véritable méconnaissance des territoires Outre-mer. On l'a vu, il a fait des bourdes quand même très importante. Il a parlé de la Guyane. Oui, il a parlé de la Guyane comme d'une île. Voilà, lorsqu'on prétend à la plus haute fonction de l'État, ne pas connaître la géographie et puis ne pas connaître non plus les territoires ultramarins, c'est problématique. C'est pour ça qu'il a dit qu'il serait conseillé. Maintenant, il faut être bien conseillé. Et ça, c'est un autre problème. On sait que dans son entourage, il n'a pas forcément d'élus extrêmement proches qui sont dans sa bulle, on va dire, qui le conseillent au quotidien. Ça, effectivement, on peut aller dans le sens de ce que dit Bakar Ali Boto. C'est un problème. C'est un problème. Et on le voit aujourd'hui. Lorsque les ministres viennent, ils nous expliquent qu'ils n'y connaissent un peu rien et qu'ils ont besoin de voir de leurs propres yeux, qu'ils ont entendu des choses. Et c'est toujours très difficile parce que lorsque vous conseillez, vous avez forcément aussi votre vision des choses et cette vision peut parfois être erronée. En tout cas, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème de communication avec Mayotte, mais je crois qu'avec les Outre-mer de manière générale et que le président Macron va devoir vraiment travailler là-dessus et peut-être, oui, mieux s'entourer. Et justement, cette méconnaissance des territoires et des départements d'outre-mer, notamment Mayotte, est-ce que ça a une influence sur les décisions qui sont prises? On l'a vu en ce moment avec, entre la France et les Comores et Mayotte. Est-ce que ça joue? Oui, il y a forcément eu, on se souvient notamment de ce meeting du côté de Marseille, où c'est vrai qu'il avait dragué aussi la communauté comorienne. Donc il est dans cet objectif de rassemblement, sauf que pour le moment, ce n'est pas du tout vécu comme ça. Qu'il y ait cette volonté de pouvoir discuter avec l'Union des Comores, c'est très très bien. Maintenant, la problématique, c'est que pour le moment, il l'a fait en oubliant les élus mahorais. Et ça, forcément, on se pose des questions et on se dit, comment se fait-il que ce gouvernement nouvellement élu oublie Mayotte lors de ces discussions? C'est probablement parce que autour de ce président, autour de ce gouvernement, il n'y a pas forcément de personnes qui sont en mesure de le conseiller et puis aussi de lui expliquer la réalité du territoire telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est important, c'est vrai qu'on le dit, il y a une continuité de l'État qui doit toujours être présente. Maintenant, les territoires ont des spécificités, notamment les territoires d'outre-mer, des spécificités qu'il est difficile de connaître lorsqu'on n'est pas né outre-mer ou lorsque voilà, on n'a pas forcément fait des voyages, il n'a pas forcément travaillé outre-mer. Donc voilà, c'est vrai qu'il a forcément besoin qu'on le conseille mieux.
Est-ce que se joue aussi la question du lobby? Est-ce que nos élus devraient s'y mettre un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus aussi? Je crois que c'est effectivement ce qu'il faut relever. Et puis là, c'est ce qu'a dit aussi Bakar Ali Botto, c'est que les élus doivent, de leur propre chef, aller à Paris et Anchia Bamana revient de Paris. Elle a lancé un communiqué aujourd'hui en expliquant que voilà, elle a pu rencontrer des personnes au sein des ministères. Ça, c'est important. Il faut absolument que les élus, oui, fassent ce travail de lobbying où ils vont dans les ministères et ils expliquent aussi la situation. Et il faut qu'ils soient unis. Il faut qu'ils dépassent un peu la question des partis et qu'ils soient tous, qu'ils parlent tous d'une même voix. On ne cesse de le répéter. À chaque fois qu'ils le font, ça fonctionne. À chaque fois qu'ils le font, ils sont entendus. Maintenant, c'est sûr que lorsque les uns et les autres ont des visées politiques derrière, c'est plus compliqué. Donc, il faut qu'ils s'unissent et qu'ils aillent auprès de ces ministères et pour porter la voix des Mahorais qui, elle, est unanime. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et parlons à présent de ce grave accident qui s'est produit ce matin du côté de Kombani. En effet, sur le coup de 5h40, un bus scolaire est entré en collision avec un véhicule léger. Bilan de ce choc frontal spectaculaire, 8 blessés légers parmi les enfants et 1 blessé grave, à savoir le conducteur de la citadine. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les secours sur place au Nishamsidine. Image signée Naïlan Soumara. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains parmi vous. On revient justement, on reparlera de cet accident un peu plus tard. Et autre sujet à présent, la CSSM qui fête cette semaine ses 40 ans. À cette occasion, 2 temps forts sont organisés. Le premier a eu lieu aujourd'hui, jour d'anniversaire de la sécurité sociale en France, sur la place de la République. Au programme, stand, exposition, jeux, concours et lancement officiel du site internet de l'institution. Mais quels ont été les apports et les évolutions, les grandes lignes, les grands programmes, les grandes périodes de la CSSM durant ces 40 ans et quelles sont ses ambitions pour les 40 années à venir? Réponse dans ce reportage signé Leslie Vimlet et Adèle Laurent. Un problème de son a été rencontré lors de la captation des interviews. Veuillez nous en excuser. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la place de la République. Venez découvrir la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui fête aujourd'hui ses 40 ans. L'histoire de la CSSM, c'est avant tout les agents qui la gardent en mémoire, à l'instar de Darweshi Ahmed, qui travaille depuis 1998 pour l'institution. Augmentation constante du nombre d'agents au sein de l'institution, nombreux arrêtés et ordonnances s'étant succédés. Pour l'agent de recouvrement des cotisations sociales, l'évolution a été marquée. J'ai constaté quand même qu'il y a une grande amélioration, surtout en termes d'image. Parce qu'on essaye de mettre au centre de nos préoccupations nos administrés. C'est-à-dire faire en sorte que le service attendu soit rendu. Donc ça, c'est notre objectif. Et si Darweshi Ahmed travaille au service recouvrement des cotisations sociales, la CSSM en gère également 4 autres. L'assurance maladie, les risques professionnels, les allocations familiales et l'assurance retraite. En 2016, sur le territoire, ce ne sont pas moins de 137,5 millions d'euros de cotisations sociales qui ont été chiffrés et 394,8 millions versés. Mais l'institution ne compte pas s'arrêter là, comme nous l'explique Iman Alia Midi-Chanfi, la directrice de la CSSM. Les ambitions, c'est déjà en 2018. Je vous invite à l'inauguration du nouveau siège qui sera en première semaine de juillet 2018. Ce n'est pas un siège uniquement pour positionner que le personnel, c'est vraiment un siège à la hauteur des ambitions d'une caisse sur un territoire où on est le seul organisme versant des prestations, donc pour accueillir le public dans de très bonnes conditions, des conditions modernes. Les ambitions, c'est de nous rapprocher aussi de notre public dans les accueils de proximité, donc c'est continuer notre travail qu'on fait actuellement aujourd'hui à Sada, à Mjago, et le faire aussi dans le sud et des petites terres également. Les ambitions, c'est de sensibiliser vraiment le national et les parlementaires sur le rattrapage qui est là, plus le rôle des parlementaires et des élus. Techniquement, on porte ça également puisqu'on explique un petit peu les dossiers techniques. Et puis tout simplement arriver à proposer un vrai service public de sécurité sociale à la population de Mayotte qui le mérite.
Et Jean-Yves Casano, le directeur de la mission de coordination DOM, est actuellement présent sur le territoire, non seulement pour célébrer cet anniversaire, mais aussi pour écouter les besoins, les attentes et les priorités qui doivent être prises en compte dans le travail d'alignement des droits. La Caisse nationale et directeurs généraux que je rencontre, le ministère sont toujours très attentifs à ce qui se passe à Mayotte et dans les départements d'outre-mer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des ministres qui se sont déplacés récemment pour faire un état des lieux. Non, c'est pas oublié. Après, j'entends qu'il peut y avoir des attentes très vives en disant il faut que ça aille plus vite. Mais très sincèrement, au niveau national, ils sont très très présents sur l'ensemble de cette histoire. Pour célébrer l'anniversaire de l'institution, un second temps fort aura lieu vendredi de 8h à midi au cinéma Alpaggio. Au programme, la projection du film La Sociale, suivie de témoignages et d'une conférence débat sur la notion de sécurité sociale, à laquelle tout un chacun est convié. Et revenons à présent sur cet accident qui s'est déroulé ce matin sur les coups de 5h40 du côté de Combani. Un bus qui est rentré en collision avec un véhicule léger. Somni Chamsudine était sur place. On regarde, les images sont signées Naïlen Sarouma. L'image témoigne de la violence du choc. C'est à 5h40 qu'un bus scolaire transportant 59 élèves en direction du lycée de Kahani est entré en collision avec un véhicule léger. Les deux automobiles finissent leur course sur le côté de la route départementale. Alertés, les parents arrivent rapidement sur les lieux de l'accident. Mwanangu akapasha mwana bisio safia ni hiri dagona mba wao wafanya aksida santiri ya kombani na Kahani babo eti mdzisa mba ifanya aksida chamba gari de zaremana basi mukozo kama koza nambia mba wanyangu wakozo bewe wamitsakoza tawangu mazarudi dagona. D'après de nombreuses affirmations, l'automobiliste de la citadine aurait tenté de dépasser plusieurs véhicules avant le choc annoncé. Pour les secours, l'intervention est délicate, minutieuse même. Plus de 3 heures d'opération, dont 1h30 de désincarcération pour dégager le chauffeur de la voiture encastrée. À l'instant où on parle, on a 8 enfants blessés légèrement, mais très légèrement, beaucoup plus commotionnés et choqués que blessés physiquement. Il y a eu des petits coups par rapport au choc, mais rien de très méchant. Par contre, le conducteur du bus n'est pas blessé physiquement, lui aussi a été choqué psychologiquement mais pas blessé. Et le conducteur de la voiture, lui, s'est retrouvé coincé sous la voiture, c'est sa voiture s'est retrouvée coincée sous le bus. Et donc les membres inférieurs ont été coincés entre le bus et le haut de sa voiture. Les blessés pris en charge ont été transportés à Kahani, établissement hospitalier le plus proche. Les gendarmes sur place sont désormais à pied d'œuvre pour déterminer les circonstances exactes de ce grave accident. Voyons à présent ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 4 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les assises des Outre-mer promises par le président de la République ont officiellement été lancées ce jour. Elles reposent sur 2 piliers. Un pilier institutionnel à travers des ateliers mêlant élus, services de l'État et forces vives des Outre-mer, et un pilier citoyen à travers une consultation des internautes ultramarins. L'équipe Projet Ultramarin, composée de personnalités choisies pour leur parcours, leurs compétences et leur sensibilité, donnera son avis sur les projets remontés lors des ateliers ou émis directement par les citoyens. Elle participera notamment à la rédaction du livre bleu Outre-mer, qui devrait être bouclé au mois de mai prochain, soit dans 7 mois. Pour associer le plus grand monde, le site internet www.assisesdesoutremer.fr a été officiellement lancé aujourd'hui. Il est ouvert à tous les citoyens outre-mer, qu'ils résident dans un territoire ultramarin ou dans l'Hexagone. Hier après-midi, le sénateur du parti Les Républicains, Gérard Larcher, a été réélu président du Sénat à une large majorité. Aujourd'hui à 15h, les vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat ont été officiellement désignés et la constitution du bureau définitif proclamée. Bonne nouvelle pour Mayotte, le sénateur Thani Mohamed Soili a été élu vice-président de la Chambre du Sénat. L'élu de La République En Marche
poursuit son parcours politique sans faute, lui qui est pressenti pour devenir un jour le premier ministre mahorais de la République. Après Ramlati Ali nommé secrétaire de l'Assemblée nationale, c'est donc le second parlementaire du département à obtenir un poste au sein des plus hautes instances de la République. Il reste maintenant à espérer que ces nouvelles fonctions permettront aux deux élus mahorais de faire entendre la voix de Mayotte à Paris. Les réactions suite à la visite de la ministre des Solidarités et de la Santé sont nombreuses et comme souvent, le député Mansour Kamardine y est allé de son communiqué. Selon lui, je cite, « À défaut d'annonces chiffrées, nous nous attendions à tout le moins à l'annonce d'une méthode et d'un calendrier. Il n'en a rien été, les déclarations de la ministre étant considérées unanimement en décalage avec non seulement les attentes, mais surtout avec une situation reconnue de tous, y compris de la ministre. Nous demandons donc au gouvernement d'ouvrir les yeux, de remettre rapidement l'ouvrage sur le métier, d'élargir le code de la santé de droit commun à Mayotte, d'étudier sérieusement la création d'une agence régionale de la santé spécifique, de renforcer le personnel de santé en nombre, en moyens et en matière indemnitaire. » Et on termine cette édition avec la 5e édition du Canal Plus Ciné Brousse. Depuis 2012, le groupe organise des séances de cinéma en plein air destinées à tous les publics. Elles sont gratuites et offrent aux participants de nombreuses surprises, notamment durant les entr'actes. Cette année, 2 films seront proposés au public. Un public qui, l'année passée, s'était déplacé en nombre afin d'assister à cet événement convivial et ouvert à tous. Le point sur cet événement à venir dans ce sujet signé Henri Hamada, Pierre Bellucci et Leslie Vibnet. Canal Plus Ciné Brousse revient à Mayotte. L'année passée, plus de 3000 personnes ont assisté aux séances en plein air projetées dans plusieurs villages de l'île. La responsable de la zone Mayotte-Comores pour Canal Plus nous parle de cet événement qui a su s'imposer à Mayotte. Le Ciné Brousse, c'est le cinéma dans les villages. Donc exactement pour la 5e année, on va dans différents villages de Mayotte à partir de ce vendredi pour diffuser gratuitement des films pour les petits et les grands, un film d'animation, L'Âge de glace, et un blockbuster, X-Men Apocalypse. 2 films grand public qui sauront ravir petits et grands, d'autant que plusieurs nouveautés verront le jour à l'occasion de cette 5e édition. Les nouveautés, c'est qu'on va cette année pour la première fois à Bouéni. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus proche des Mahorais, dans les villages. Donc c'est un nouveau village qu'on teste cette année. Et également un large dispositif digital avec notre page Facebook Canal Plus Mayotte, avec notamment du Facebook Live pour pouvoir communiquer un maximum sur l'événement. Encore une fois, c'est la 5e édition, ça fonctionne très bien. Et là, l'idée justement avec ce dispositif digital, c'est de pouvoir en faire profiter à un plus grand nombre, d'attirer davantage de participants, puisque c'est un événement complètement gratuit. On amène le cinéma dans la rue pour tous et comme ça fonctionne très bien, on espère cette année encore avoir davantage de participants dans ces 5 villages. Bouéni, Combani, Iloni, Zoumonier et enfin l'abattoir. Dès vendredi, l'événement va poser ses valises dans différents villages de l'île et devrait à coup sûr faire le bonheur des participants. J'ai envie de leur dire, venez profiter du Ciné Brousse, c'est gratuit et il y aura cette année de nombreuses surprises qui les attendent. Parmi les surprises, l'artiste mahorais Rekman Seller se produira entre les 2 films. Le rendez-vous est donc pris après-demain pour une première projection dans la commune de Bouéni. L'âge de glace. Et je donne la parole à présent à Sophie UV. On le disait tout à l'heure, Sophie qui est bénévole dans l'association Hip Hop Evolution, une association qu'on a suivie depuis le début et aujourd'hui qui a beaucoup évolué avec notamment l'introduction des filles dans les spectacles, dans les cours de danse. On parle justement d'égalité homme-femme cette semaine, Sophie, et c'est l'occasion de revenir sur le parcours de ces jeunes filles que vous suivez. Oui, les jeunes filles, il y a toujours eu un petit peu de filles dans la danse hip-hop et principalement aussi dans le breakdance. Mais c'est vrai qu'on a voulu particulièrement mettre l'accent depuis fin d'année dernière, en fait, par déjà le recrutement d'un service civique qui a permis principalement le développement de la pratique féminine, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment de la même manière qu'elles avaient envie de s'entraîner, qu'elles avaient envie de pratiquer cette danse.
danse et que le breakdance était pas forcément la discipline de prédilection pour elle, mais que la danse debout, qu'on peut appeler debout, la danse hip-hop, le coupé décalé, l'afro-style, enfin différents styles mélangés aussi à de la danse traditionnelle, eh bien ça les intéressait beaucoup plus. Donc on a souhaité mettre l'accent dessus et on va continuer grâce notamment au partenariat que nous avons avec la direction des affaires culturelles et la politique de la ville qui ont accepté, on les a convaincus par le biais de cette mise en place du service civique de nous accompagner dans cette démarche. En Mayotte, on sait que culturellement, généralement, les filles sont un peu plus restreintes en termes d'activité. Est-ce que vous avez ressenti cela avec les jeunes filles que vous suivez, Sophie? Nous, dans la réalité, on peut pas se mentir, on a quand même une majorité de garçons. Par contre, on voyait énormément de filles dans le public à chaque fois venir nous voir, nous dire, et nous, on aimerait bien essayer, comment on peut faire, on peut peut-être pas faire ça, mais on peut faire d'autres choses, on peut apporter une autre patte, une autre attitude, et c'est ce qui nous a intéressés en ça. Et notamment, quand on a commencé à mettre en place le Street Dancer Show il y a 4 ans, on s'est rendu compte que justement, en ouvrant sur la discipline street dance, eh bien là, on avait quasiment une quasi-égalité en fait de participation entre les filles et les garçons. C'est pas encore du 50-50, mais on est à 40-60, donc c'est déjà énorme par rapport au breakdance où on est quasiment à 95-5%. Voilà. Alors vous parlez du Street Dancer Show, l'événement se renouvelle, Sophie, bientôt? Oui, la 4e édition commence lundi puisque les vacances scolaires arrivant, on est toujours là pour animer ces vacances et entre autres le lancement de ces scènes ouvertes avec les sélections dans les différentes communes qui vont permettre en même temps avec le développement de cette pratique féminine de pouvoir mettre encore plus en avant ces jeunes filles puisqu'on a de plus en plus de groupes 100% féminins. Alors du coup, comment ça se passe en termes d'évolution? On a vu qu'il y avait des cours qui étaient donnés, on va vers la professionnalisation de ces jeunes qui participent. On en est où très exactement? Eh bien, nous en tout cas, ce qu'on permet par l'association, c'est de créer un parcours qui peut rester complètement amateur et on est également ravis, il n'y a aucun problème, on se construit aussi avec une pratique associative et en l'occurrence la pratique de la danse, mais on veut aussi donner et permettre de travailler sur un parcours professionnalisant. Donc on n'est pas encore tout à fait prêt pour permettre de dire qu'on fait de la formation artistique, mais on fait de la véritable éducation artistique déjà, et surtout on fait beaucoup d'échanges avec les professionnels et on commence maintenant à se dire qu'il faut qu'on mette un réseau en place et notamment je reviens de Métropole avec une tournée des danseurs qui sont en voie de professionnalisation et ça nous a permis de faire des rencontres avec des lieux de formation artistique pour essayer pourquoi pas d'envoyer des danseurs dans ces différents lieux. Alors justement, Hip Hop Evolution se fait connaître à l'extérieur au niveau national, mais pas que. Oui, le national, l'international, et voilà, on est ambitieux et on a envie en fait de laisser la place aux danseurs et aux danseuses qui ont envie de s'exprimer par la danse hip-hop, mais pourquoi pas de manière plus globale, puisqu'on collabore avec Asia Dance, la compagnie Baltan, la compagnie Jeffrey Jali sur le contemporain, et s'ouvrir de plus en plus aussi sur la danse traditionnelle. Donc oui, on se fait connaître et maintenant sur les scènes nationales aussi, et ça nous fait du bien. Alors, quelles sont les perspectives pour cette année, voire l'année prochaine, Sophie? Eh bien, les perspectives, c'est d'être un acteur fort dans un collectif artistique qui est en train de se développer à Mayotte, pour défendre et appuyer en fait sur les objectifs des métiers de l'art et de la professionnalisation justement, et en même temps, nous, de ne pas perdre notre objectif qui est bien d'être soutien aux danseurs amateurs, danseurs et danseuses amateurs de Mayotte, et d'être constamment à l'écoute par rapport à leurs besoins et donc on continuera à développer et à perfectionner et à améliorer les dispositifs existants. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Sophie, vous et l'association Hip Hop Evolution et tous ceux qui contribuent à son évolution justement. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé à cette édition. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain matin en radio avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain 19h pour une nouvelle édition de votre JTM.